Par-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche, c'est un livre qui remet en question la morale traditionnelle en proposant une analyse critique de son origine, de son développement et des effets sur l'humanité. Ce travail s'inscrit dans son entreprise plus large de généalogie de la morale, où il démantèle les bases des croyances morales qui ont influencé l'histoire de la civilisation occidentale. Nietzsche expose comment les systèmes de valeurs sont socialement construits, imposés et souvent fondés sur des motivations qui, loin d'être nobles, servent à maintenir le pouvoir et à contrôler les masses. Nietzsche aborde l'évolution de la morale, la distinction qu'il établit entre la période prémorale et morale, ainsi que sa remise en question des valeurs préétablies. Il aborde l'histoire de la morale comme une progression guidée par des motivations d'ordre historique, politique et social, plutôt que par des principes universels évidents. À ses yeux, la morale humaine n'est pas un absolu, mais elle résulte des rapports de force entre différentes classes et entre différents types d'individus. La morale noble, ou morale aristocratique, telle qu'elle apparaît initialement dans les sociétés anciennes, naît d'une position de pouvoir. Ce sont les individus dominants qui assignent des valeurs au monde à partir de leurs propres expériences de vie, c'est-à-dire ce qui est bon, dans leur perspective, reflète la force, la vitalité et l'action expansive. En revanche, ce qui est mauvais correspond à ce qui diminue ou s'oppose à la puissance. Cependant, cet ordre originel est progressivement renversé par ce que Nietzsche appelle la révolte des esclaves, où les classes opprimées, notamment sous l'influence du judaïsme et du christianisme, imposent leur propre morale basée non plus sur la puissance, mais sur des valeurs comme la faiblesse, l'humilité et la pitié. L'évolution historique de la morale montre ainsi un déplacement des critères de jugement d'un cadre affirmatif, qui est aristocratique et basé sur la création, à un cadre réactif, qui est celui des esclaves et basé sur le ressentiment. Ce renversement fonde les bases de ce que Nietzsche critique comme la morale traditionnelle ou la morale du troupeau, un système normatif qui opprime les instincts naturels et sert à protéger les intérêts des faibles au détriment de la vitalité humaine. Il distingue deux périodes principales dans cette évolution, la période prémorale et la période morale. Dans la période prémorale, les valeurs et les actions sont évaluées selon les conséquences directes sur la communauté ou l'individu, sans qu'il soit nécessaire de soumettre les actes à un jugement intérieur basé sur des notions comme la volonté ou l'intention. Cette période correspond à un mode d'existence où les actions elles-mêmes et non leur motivation supposée importent. Les gens jugent simplement selon ce qui est bénéfique ou nuisible pour eux et leur environnement immédiat. Dans la période morale, qui coïncide avec l'influence croissante des religions comme le christianisme, le jugement passe par une dimension intérieure. C'est moins l'action en elle-même qui est évaluée que les intérêts de l'individu qui agit. A-t-il agi par altruisme ou égoïsme ? Dans ce contexte, des notions comme la culpabilité, le péché et la pénitence émergent en force. Nietzsche critique cette transition comme un moment où l'homme commence à se retourner contre lui-même, à refouler son instinct naturel et à vivre dans l'angoisse de sa propre transgression morale. Ce déplacement de l'extérieur vers l'intérieur marque selon lui un appauvrissement du potentiel humain et une domestication qui étouffe la puissance créatrice. Pour lui, la morale traditionnelle, profondément enracinée dans la religion chrétienne, est le produit d'un renversement des valeurs qui cherche à domestiquer l'homme. Cette morale impose un idéal d'égalité, d'humilité et de soumission qui va à l'encontre des instincts vitaux et de la volonté de puissance, notion centrale dans sa pensée. Les caractéristiques principales de ces valeurs établies est l'origine réactive. Elles ne surgissent pas de la créativité ou la spontanéité, mais du ressentiment. Les opprimés, en rationalisant leurs faiblesses, transforment leurs défauts même en vertus, appelant bon ce qui est faible, soumis et impuissant, et qualifiant de mauvais tout ce qui est fort, affirmatif et indépendant. La remise en question des valeurs morales passe alors par une critique radicale. Nietzsche appelle à se défaire des catégories absolues de bien et de mal, qu'il considère comme des inventions humaines détachées du réel, et à réhabiliter des instincts plus authentiques liés à la vie elle-même. Contrairement à la morale chrétienne, qui idéalise la souffrance, la culpabilité et la négation de soi, Nietzsche propose une morale affirmative basée sur la puissance, la création et la célébration des forces vitales. Là où la morale traditionnelle prêche l'uniformité et la conformité, Nietzsche y voit une négation de la diversité et de l'exception.
Il propose une distinction entre deux types de morale qu'il identifie comme la morale donc des maîtres et celle des esclaves. Cette opposition ne se limite pas uniquement à des valeurs divergentes, mais reflète des postures, des instincts et des approches radicalement différentes par rapport à l'existence. Alors que la morale des maîtres célèbre la puissance, l'autonomie et la création, la morale des esclaves repose sur la réaction, l'utilité et la négation des pulsions vitales. Ces deux morales forment une structure complexe qui sous-tend les systèmes moraux de l'humanité à travers l'histoire. La morale des maîtres est définie comme une morale affirmative, créatrice et vigoureuse. Elle est propre à ceux qui dominent naturellement et qui occupent les positions de pouvoir au sein de la société. Les maîtres ne désignent pas seulement une classe sociale, mais un type humain caractérisé par la confiance en soi, la force intérieure et une capacité à s'affirmer sans compromis. Cette morale se concentre non seulement sur des concepts abstraits de bien et de mal, mais sur ce qui est noble et sur ce qui est vulgaire, où ces jugements sont déterminés par les instincts vitaux. Dans la morale des maîtres, la puissance est le critère suprême de ce qui est valorisé. Les maîtres reconnaissent en eux-mêmes la force et la vitalité comme des qualités intrinsèques et louables. Cette puissance peut être physique, intellectuelle ou spirituelle, mais elle est toujours conçue comme un moyen d'expansion et de domination légitime. La morale des maîtres ne dépend pas de la vie ou de l'approbation des autres, mais découle d'une affirmation spontanée et autonome de soi. Ce qui est puissant est bon, ce qui est faible ou passif est méprisable. Les maîtres ne cherchent pas à annuler ou à nier leurs instincts. Ils les embrassent et les affirment pleinement. Ce qui les anime, c'est un dynamisme fondé sur l'action, la création et l'accomplissement. Ils ne ressentent aucune culpabilité à exercer leur force sur les autres ou à revendiquer ce qui leur appartient par droit naturel de puissance. Nietzsche décrit cette affirmation comme un acte de création de valeur où les maîtres ne sont pas contraints par des règles extérieures. Ils fixent eux-mêmes leurs repères moraux selon leur propre expérience et vivacité. Loin d'être vue comme oppressive ou immorale, la domination est, dans la morale des maîtres, reconnue comme l'expression naturelle de la vie. La domination n'est pas ici synonyme de tyrannie, mais d'une hiérarchie naturelle où les plus forts, les plus créatifs et les plus affirmés prennent naturellement la tête. Nietzsche considère cette vision comme saine et conforme à l'essence même de la vie qui est, selon lui, volonté de puissance. La domination devient ainsi une manifestation légitime de l'ordre naturel du monde. On comprend bien en quoi cette vision a pu avoir une influence sur les régimes autoritaires, notamment le régime nazi, et en quoi il a pu légitimer tout un tas de choses. C'est pourquoi je vous invite à faire votre propre critique et votre propre analyse de cette pensée. À l'opposé de la morale des maîtres se trouve la morale des esclaves, qui est née de la révolte des faibles et des opprimés contre leurs dominants. Elle émerge comme un mécanisme de défense des plus vulnérables qui cherche à inverser les valeurs des maîtres pour élever leurs propres conditions. Ce renversement résulte d'un sentiment profond où ce qui est faible, humble et servile est transformé en vertu, tandis que ce qui est fort, puissant est qualifié de mal. La morale des esclaves repose sur des jugements utilitaires, alors que la morale des maîtres valorise ce qui est noble pour lui-même, indépendamment des conséquences. La morale des esclaves évalue les choses selon leur capacité à préserver et protéger les faibles. Ce qui est bon dans cette vision est ce qui sert les intérêts immédiats des opprimés, la sécurité, l'égalité et la suppression des dangers. Elle est donc marquée par une obsession de l'utilité et de la survie. La compassion, qui est largement méprisée dans la morale des maîtres, occupe une place centrale dans la morale des esclaves. Elle est érigée comme une vertu morale suprême parce qu'elle répond aux besoins d'une communauté faible et souffrante. La morale des esclaves prône l'entraide, l'humilité et le sacrifice de soi, non pas par surabondance de vitalité, comme le fait la morale des maîtres, mais à partir d'un manque. Nietzsche critique ce penchant pour la compassion qu'il associe à une négation de soi et à un frein au développement des instincts naturels. Le moteur principal de la morale des esclaves est la peur de la puissance, de l'insécurité et de tout ce qui est imprévisible ou dangereux. Les esclaves rejettent les qualités des maîtres, leur force, leur ambition et leur domination parce qu'elles menacent leur propre survie. Ils transforment alors ces qualités en symboles du mal, tout en glorifiant leurs propres conditions faites de modestie et de faiblesse. Cela conduit à une morale réactive, où le bien n'est qu'une négation de l'autre, plutôt qu'une véritable expression de la vie. Nietzsche consacre une partie importante de son œuvre à la critique de la modernité, qu'il perçoit comme une période marquée par le déclin des grandes idées et des valeurs nobles. Il associe ce déclin à plusieurs phénomènes spécifiques, tels que l'émergence des idées égalitaires,
Le nivellement démocratique est ce qu'il appelle la fausse libération des esprits libres. Pour Nietzsche, la modernité incarne un affaiblissement de l'individu et une négation de la hiérarchie naturelle des valeurs au profit d'un conformisme médiocre et destructeur. Les esprits libres, ou ceux qui se proclament comme tels, ne sont souvent qu'une imposture. Loin d'être réellement libres, ces individus, selon Nietzsche, sont les produits de l'esprit démocratique et du ressentiment. Ils dissimulent leur conformisme derrière une façade d'indépendance intellectuelle. Nietzsche voit ces esprits libres comme des nihilismes décadents qui, sous prétexte de libération, rejettent sans discernement les traditions et les croyances qui les précédaient sans pour autant créer de nouvelles valeurs. Leur critique des anciens systèmes n'est pas motivée par une volonté puissante de dépassement, mais par une incapacité à affronter la vie et ses défis. Ils dénoncent également leur prétention à l'objectivité et à l'universalisme. Ces esprits libres se disent détachés des dogmes et des idéologies, mais ils restent esclaves de la morale égalitariste et du ressentiment. Ils sont incapables de produire une véritable transcendance. Selon Nietzsche, un vrai esprit libre n'est pas celui qui casse les chaînes uniquement pour s'enchaîner à d'autres conventions modernes, mais celui qui est capable de créer de nouvelles valeurs à partir de sa propre puissance intérieure. D'autre part, Nietzsche s'oppose fermement à la montée de la démocratie, qu'il voit comme une force égalitariste conduisant à une uniformisation destructrice des cultures et des individus. Pour lui, le nivellement démocratique est une conséquence directe du ressentiment des faibles envers les puissants. Dans un monde démocratique, les hiérarchies naturelles sont abolies, tout comme les distinctions entre les individus nobles, forts et créatifs et ceux qui incarnent la faiblesse et la médiocrité. Nietzsche considère la démocratie comme une forme de réduction de l'excellence humaine au plus petit dénominateur commun. En cherchant à rendre les hommes égaux, la démocratie écrase les différences essentielles qui permettent à certains individus de se démarquer par leur force, leur génie et leur capacité créatrice. Ce nivellement détruit les conditions nécessaires à l'émergence des surhommes qui représentent l'apogée de l'évolution humaine dans la pensée nietzschéenne. La démocratie s'aligne avec ce que Nietzsche appelle les valeurs du troupeau, qui sont la sécurité, le confort et le conformisme. Ces valeurs, bien que rassurantes, ne conduisent qu'à une stagnation et à la décadence. Elles éliminent la vision aristocratique du monde, qui valorise l'effort, le dépassement de soi et la création d'un ordre supérieur, au profit d'une société où tout est nivelé, homogène et sans ambition. Nietzsche rejette catégoriquement les idéaux égalitaires qu'il considère comme une fausse vertu issue du ressentiment et de la peur. Pour lui, l'égalité n'est pas une condition naturelle ou désirable, elle est un mensonge moral prêché par ceux qui, incapables de rivaliser avec les individus plus forts et plus talentueux, cherchent à les rabaisser pour imposer artificiellement leur domination. L'égalitarisme repose sur une valorisation de la médiocrité et un rejet de l'excellence et de l'exceptionnel. Pour Nietzsche, une société saine est intrinsèquement hiérarchique car la vie elle-même est organisée autour de rapports de domination et de dépendance. Les idéaux égalitaires, cherchant à supprimer ces distinctions, rendent l'humanité incapable de produire quelque chose de grand ou de rare. Le philosophe appelle donc à une revalorisation des valeurs. Il s'agit d'abandonner l'égale importance accordée à tous les individus et de reconnaître que certaines personnes, plus fortes ou plus créatives, méritent des statuts supérieurs. Nietzsche remet en question les fondements même de la psychologie traditionnelle et sa capacité à comprendre les pulsions et les besoins fondamentaux de l'être humain. Pour lui, les systèmes psychologiques précédents sont largement influencés par les préjugés moraux imposés par la société moderne, en particulier ceux des traditions religieuses et philosophiques. Ces préjugés empêchent une véritable compréhension de la nature humaine. Nietzsche appelle ainsi à une refonte complète de la psychologie, à une exploration approfondie des instincts humains et au dépassement des jugements moraux qui biaisent la connaissance. Dans cette perspective, il ne s'agit pas seulement de mieux comprendre l'homme, mais surtout de libérer des forces vitales étouffées par les systèmes de pensée traditionnels. Pour lui, la psychologie est une discipline essentielle pour comprendre les motivations humaines et la manière dont les valeurs sont créées. Cependant, il considère que la psychologie telle qu'elle est pratiquée jusqu'à son époque est fondamentalement insuffisante car elle est empreinte de préjugés moraux qui dominent les sociétés occidentales. Ces préjugés, enracinés dans la tradition chrétienne et philosophique, biaisent l'analyse des instincts humains, ce qui réduit tout comportement humain à des catégories binaires comme le bien et le mal ou l'égoïsme et l'altruisme. La nouvelle psychologie que Nietzsche appelle de ses vœux doit être totalement affranchie de ses jugements moraux. Elle doit s'intéresser à l'homme tel qu'il est, dans toute sa complexité, et non tel qu'il devrait être selon des notions morales extérieures. Il aspire donc à une nouvelle psychologie qui serait nécessairement
ouverte d'esprit vers des aspects de l'humanité qui lui sont souvent rejetés ou refoulés par la morale dominante, comme les pulsions de domination, les instincts sexuels et la volonté de puissance. Nietzsche place cette volonté de puissance au cœur de sa psychologie. Elle devient le principe fondamental derrière toutes les actions humaines, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. La psychologie nietzschéenne ne cherche pas à poser des jugements, mais à comprendre les forces sous-jacentes qui animent l'homme, son mécanisme intérieur, et à révéler la nature dynamique et conflictuelle des instincts humains. Au cœur de la pensée de Nietzsche se trouve une réhabilitation des instincts fondamentaux de l'être humain qui ont été dévalorisés et refoulés par la morale chrétienne et par les idées modernes. Contrairement aux morales traditionnelles, qui jugent ces instincts comme mauvais ou immoraux, Nietzsche considère qu'ils sont essentiels à la vie et qu'ils reflètent la puissance vitale de chaque individu. L'un des instincts centraux de la pensée nietzschéenne est la volonté de puissance qui dépasse le simple désir de survie ou de conservation. La volonté de puissance est une force créatrice et expansive, un besoin pour l'individu d'affirmer sa propre existence, de dominer ou de transformer son environnement. Cet instinct n'est pas un mal à supprimer, mais une énergie constitutive de la vie, sans laquelle il est impossible de créer. Nietzsche critique également les hypothèses réductionnistes de certains philosophes ou psychologues qui ramènent toutes les motivations humaines à des instincts les plus simples ou éthérés, comme l'idée freudienne, naissante à l'époque, de prima sexuel. Pour Nietzsche, les instincts humains sont multiples, souvent conflictuels, et ne se laissent pas contenir par des catégories simples. Il valorise en revanche une approche plurielle et nuancée des instincts fondamentaux. Cette réhabilitation des instincts s'oppose aux attentes morales et culturelles de la civilisation occidentale qui tendent à prêcher la maîtrise absolue de ses forces primaires au nom de l'ordre social ou de la civilité. Pour Nietzsche, la connaissance véritable ne peut être atteinte qu'en dépassant les préjugés moraux hérités de la tradition chrétienne ou des grands philosophes dogmatiques. Ces préjugés, selon lui, imposent une vision simplifiée et mutilée de la réalité humaine où ce qui est élevé est opposé à ce qui est bas et où tout ce qui est pulsionnel ou instinctif est systématiquement jugé négatif. Ces catégories sclérosées empêchent d'appréhender l'homme tel qu'il est et condamnent les forces naturelles qui pourtant donnent à la vie sa dynamique. Le dépassement des préjugés moraux consiste à rejeter les catégories figées de bien et de mal qui, selon Nietzsche, ne sont que des constructions artificielles destinées à servir les intérêts des faibles et des oppresseurs du vivant. Ces jugements entravent la connaissance parce qu'ils encouragent une simplification excessive de l'expérience humaine en disqualifiant les instincts puissants en les jugeant nuisibles ou immoraux. Nietzsche applique cette critique au champ de la philosophie, mais également à la science et à la psychologie de son époque. Il estime que celles-ci se prétendent objectives, mais restent inconsciemment dominées par les mêmes préjugés moraux et religieux. La connaissance libérée de ces entraves doit au contraire chercher à comprendre l'homme dans son ensemble et sa complexité sans moraliser ni condamner. Ce dépassement des valeurs morales ouvre la voie à une revalorisation de la vie où les instincts refoulés sont reconnus comme nécessaires et même souhaitables. Nietzsche met l'accent sur l'importance d'une perspective nouvelle qui considère la vie dans sa totalité, y compris ses luttes, ses contradictions et sa cruauté inhérente. Ce n'est qu'en transcendant les anciennes morales que l'homme peut atteindre une véritable liberté intellectuelle et psychologique. Au cœur de la pensée nietzschéenne se trouve un renversement des valeurs traditionnelles et une tentative de repenser les principes qui gouvernent l'existence humaine. Nietzsche articule ce processus à travers deux notions majeures, le scepticisme et la volonté de puissance. Le scepticisme, dans son système, n'est pas une fin en soi, mais un outil critique destiné à déconstruire les idéaux moraux ou religieux qui ont dominé l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, il place la volonté de puissance au centre de la vie, la concevant comme le véritable moteur des actions humaines et du monde vivant. Ces axes de réflexion s'accompagnent d'une profonde critique de la religion et des valeurs héritées de la tradition qu'il perçoit comme des obstacles à la pleine affirmation de la vie. Chez Nietzsche, le scepticisme joue un rôle fondamental, non comme une attitude de doute passif ou une incapacité à assumer des certitudes, mais comme une méthode critique permettant de questionner les dogmes et les vérités absolues. Le scepticisme, qu'il qualifie parfois de philosophie au marteau, vise à démolir les édifices intellectuels et moraux qui se sont ancrés au cours de l'histoire occidentale. Il use de ce scepticisme comme un outil de déconstruction. Il ne s'agit pas seulement de rejeter les valeurs dominantes, mais de comprendre leurs origines, leurs implications et leurs fonctions dans la société. En s'attaquant aux valeurs traditionnelles, notamment celles issues de la religion, la philosophie classique et la démocratie moderne, Nietzsche cherche à révéler les intentions cachées derrière leur prétendue universalité. Pour lui, ces valeurs ne sont pas des vérités objectives, mais des constructions humaines nées de la faiblesse, du ressentiment et de la peur face à l'incertitude de la vie.
Le scepticisme nietzschéen ne vise donc pas à s'enfermer dans une négation radicale, mais à créer un espace pour une revalorisation de l'existence. Ce scepticisme exige par ailleurs une pensée libre et courageuse, capable de remettre en cause les conventions les plus établies. À travers lui, Nietzsche s'oppose frontalement aux idéaux de transparence et de rationalité absolue prônés par les Lumières. Il considère que toute quête de vérité ultime est illusoire, car toute prétendue vérité est interprétation, toujours liée à des perspectives et des intérêts spécifiques. En ce sens, son scepticisme prépare le terrain pour une redéfinition radicale des valeurs qui trouve son fondement dans le principe vital de la volonté de puissance. La volonté de puissance constitue l'un des concepts centraux de la pensée nietzschéenne et donne un sens radicalement nouveau à l'existence humaine. Nietzsche ne voit pas l'homme comme guidé par la simple préservation de soi, comme le soutiennent certains courants philosophiques ou biologiques, mais comme animé par une force fondamentale qui dépasse l'individu, c'est la volonté de puissance. Ce principe vital ne se limite pas à un désir de domination dans le sens trivial du terme, mais correspond à la pulsion profonde et universelle qui pousse tout être vivant à croître, à s'affirmer et à imposer son élan créateur et transformateur. Contrairement au concept traditionnel qui oppose le bien et le mal ou qui valorise des idéaux transcendants comme le bonheur ou la justice, Nietzsche considère que le véritable moteur de la vie réside dans cette pulsion affirmative et dynamique. La volonté de puissance s'exprime dans la création, dans la destruction, dans le dépassement de soi et dans la capacité de réinterpréter le monde pour lui donner un sens toujours nouveau. Elle sous-tend tous les aspects de l'existence humaine, l'art, la science, la politique, la philosophie. Toutes ces réalisations sont le fruit de cette force fondamentale. La volonté de puissance est également liée à l'idée d'évaluation. C'est à travers elle que les valeurs sont créées. Nietzsche oppose ainsi la volonté de puissance des maîtres qui établissent leurs propres critères de valeur à travers leur force et leur vitalité, à celle des esclaves qui réagit au monde par le ressentiment et cherche à imposer des valeurs réactives et négatives. La volonté de puissance fonctionne ainsi comme un cadre explicatif universel, permettant à Nietzsche de transcender les systèmes de pensée hérités et de proposer une vision de la vie radicalement différente, basée sur le dynamisme, la création et l'affirmation. La religion, en particulier le christianisme, constitue l'une des cibles principales des critiques de Nietzsche. Il considère que celle-ci a joué un rôle central dans la domestication et l'avilissement de la volonté de puissance humaine. Pour Nietzsche, le christianisme a introduit une inversion des valeurs en glorifiant ce qui est faible, humble et souffrant, tout en condamnant ce qui est fort, noble et affirmatif. Cette morale de l'esclave, issue du ressentiment, n'a pas seulement rendu la vie humaine plus étroite et angoissée, elle a également coupé l'homme de ses instincts vitaux, en prônant le renoncement à soi au profit d'un statut hypothétique dans l'au-delà. Nietzsche critique également les idéaux hérités de ces traditions religieuses, comme la vérité absolue, la pitié ou l'égalité, qu'il perçoit comme des concepts nuisibles à l'épanouissement de la vie. Ces valeurs, intégrées dans la modernité sous des formes sécularisées comme la démocratie ou le socialisme, poursuivent la même logique de nivellement et d'affaiblissement de la volonté de puissance. Nietzsche les considère comme des expressions d'une décadence généralisée où les plus ambitieux et créatifs sont empêchés d'affirmer leur supériorité par des mécanismes sociaux et moraux qui valorisent la médiocrité. Cette critique radicale ne se limite pas à un simple rejet. Nietzsche appelle à un dépassement des valeurs traditionnelles, ce qu'il nomme la revalorisation de toutes les valeurs. Il souhaite remplacer les valeurs transcendantales et réactives par une morale affirmative en accord avec la volonté de puissance. Cela implique une rupture complète avec les idéaux religieux et culturels qui ont jusqu'ici structuré la civilisation occidentale pour inaugurer une nouvelle ère centrée sur la créativité, l'autonomie et le dépassement de soi.